profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Votre chair est la porte, notre sang est la clé. J'ai toujours pris soin de Jeanne. Je l'ai toujours appelée ma petite sœur, même si elle est née quelques minutes après moi. Et même si c'était une plaisanterie entre nous, je me suis toujours senti responsable d'elle. C'est en partie dû à notre mère. À l'âge de 5 ans, nous étions habitués à faire périodiquement nos valises pour passer quelques jours chez tel ou tel parent. À l'époque, on nous disait simplement que notre mère était malade ou qu'elle traversait une période difficile. Plus tard, nous avons compris qu'elle était schizophrène, qu'elle fonctionnait à peine et qu'elle avait de graves problèmes d'alcoolisme. Mais ce n'était pas grave, car malgré tout cela, je serai toujours là pour Jeanne. Je serai toujours son grand frère jumeau. L'autre raison pour laquelle je m'occupais tant d'elle était qu'elle le voulait. En grandissant, je me suis fait quelques amis, et à défaut d'être populaire, je n'étais pas socialement rejeté à l'école. Mais Jeanne a toujours eu des problèmes avec les autres. À l'école, elle restait avec moi quand elle le pouvait, et elle était toute seule le reste du temps. En présence d'étrangers ou même dans la maison d'un membre de la famille, elle s'accrochait à moi comme une rainette effrayée, les yeux écarquillés et la respiration à la limite de l'hyperventilation. Mais tout cela n'était pas grave. J'aimais Jeanne et je détestais à peu près tous les autres, y compris les soi-disant amis que j'avais à l'école. Mais surtout, je détestais notre mère. Même quand j'ai commencé à comprendre qu'elle était censée avoir des problèmes mentaux, j'ai vu dans son manque de maîtrise de soi et son apathie à l'égard de ses propres enfants des signes d'une faiblesse répugnante. Nous étions là, mis au monde contre notre volonté, et elle ne pouvait même pas se donner la peine de nous surveiller ou de nous nourrir la moitié du temps. À 7 ans, j'ai souhaité sa mort pour la première fois. À 8 ans, c'était devenu une prière quotidienne à une chose inconnue. L'été où nous avons eu 8 ans a été un grand tournant pour moi et Jeanne. Nous étions encore des enfants, bien sûr, mais nous avions atteint un point d'autosuffisance tel que même notre famille, la mieux intentionnée, ne nous appelait et ne prenait de nos nouvelles qu'une fois ou deux par semaine. Nous étions un fardeau pour eux, voyez-vous, un ennui. Ils avaient leur propre vie et leur propre petit monde parfait, et le fait que notre mère soit une merde leur apportait des soucis et de la culpabilité. Dès qu'ils pouvaient apaiser ses pensées et ses sentiments en se disant que nous étions comme des petits adultes et matures pour notre âge, ils s'en allaient et ne se retournaient jamais. Le fait que nous soyons des petits adultes, si matures pour notre âge, était 2 répliques que nous recevions lorsque quelqu'un était prêt à partir. C'était toujours l'excuse qu'ils trouvaient. Et ce n'était pas grave, parce que premièrement, on les emmerdait, et deuxièmement, on était toujours là l'un pour l'autre. Nous aurions pu faire à peu près tout ce que nous voulions dès notre 8e été. Pratiquement aucune surveillance. Une maison suffisamment éloignée pour qu'il n'y ait pas de voisins curieux pour voir ce que nous faisions. Et un besoin désespéré de trouver quelque chose à quoi s'intéresser. Je suis convaincu que la plupart des choses profondes et remarquables, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont découvertes parce que quelqu'un s'ennuie à mourir. La première fois que j'ai tué un animal, je ne me souviens même pas de l'avoir fait. Je me souviens juste m'être tenu au-dessus du chat, un couteau de poche ensanglanté à la main, en fixant Jeanne qui me regardait avec une expression qu'elle ne m'avait jamais envoyée auparavant. C'était la peur. En regardant ses yeux écarquillés, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée ou effrayée. Mais il s'est passé quelque chose de miraculeux. Elle s'est approchée et m'a pris la main. Je suis resté immobile, incertain de ce qu'il fallait faire ou de ce que cela signifiait. Puis elle a souri et m'a demandé de lui montrer comment faire. J'ai ressenti un tel soulagement que je me suis mis à pleurer. Je lui avais caché ses pulsions grandissantes, de peur qu'elle ne comprenne pas. Mais tout comme j'ai été toujours là pour elle, elle a toujours été là pour moi, et je devais mieux comprendre et apprécier cela.
Je lui ai donc montré comment j'avais attrapé le chat et planté le couteau dans son cou. Même à l'époque, mon idée n'était pas de torturer ou d'être cruel. Seule la mort et la chair comptaient. Quelque chose en moi l'a compris dès le début. Mais ce n'est que lorsque j'ai expliqué tout cela à Jeanne que je l'ai vraiment reconnu. D'une certaine manière, nous étions tombés sur une sorte de vérité. En guidant la main de Jeanne sous la mienne, le sang du pauvre chat l'empêchait de tenir le couteau pendant que je lui expliquais comment couper. J'ai su alors que je n'étais pas malade. Je ne voulais pas faire de mal aux animaux ou aux gens. Pas du tout. Je voulais juste connaître la vérité qui vibrait dans mon âme depuis des mois. Et je pouvais voir dans les yeux de Jeanne que la même inquiétude désespérée résidait en elle. Il nous a fallu un certain temps avant de comprendre la source de ce terrible besoin. Et à ce moment-là, nous avions déjà beaucoup progressé. Nous étions des enfants qui erraient seuls dans le désert. Parfois littéralement en jouant à des jeux, en explorant de nouveaux endroits et en développant les subtilités de nos croyances. Mais au lieu de cela, et plus important encore, nous marchions main dans la main dans notre propre voyage, faiblement éclairé à travers les couloirs ombragés de notre âme commune. Nous voyagions vers quelque chose de réel et de magique qui se trouvait juste hors de portée. Mais tout cela viendra plus tard, pas ce jour-là. Ce jour-là, je n'étais qu'un grand frère fier, tenant la main de sa petite sœur, lui apprenant à tuer proprement. « Alors c'est ici, hein ?» J'ai essayé de ne pas laisser transparaître l'incertitude dans ma voix, surtout parce que je ne voulais pas qu'elle trahisse la peur et le doute que je ressentais. Darcy s'est retourné vers moi, tout en continuant à me tirer vers l'avant avec un sourire. « C'est ici, boulet, ça n'a pas l'air de grand-chose parce que, c'est un peu le but. » Elle ralentit pour s'arrêter et me regarda attentivement, les yeux plissés. « Tu n'es pas en train de me faire la moue, n'est-ce pas ?» J'ai senti mon estomac se nouer. Cela ne faisait que 2 mois que je sortais avec Darcy, mais j'avais déjà l'impression d'être amoureux d'elle. Elle était merveilleuse. Mais elle était aussi tellement différente de toutes les personnes que j'avais connues auparavant. Je savais qu'elle prenait parfois de la drogue, ce que je n'aimais pas particulièrement, mais elle ne me l'imposait jamais. Alors j'essayais de l'ignorer. Mais sa fascination pour l'occultisme... Au début, j'avais plutôt pris cela pour une blague. Puis j'ai supposé qu'elle faisait partie d'une secte que je ne connaissais pas trop. Eh bien ça, c'était cool. J'ai l'esprit ouvert, n'est-ce pas ? Je lui ai donc posé quelques questions à ce sujet. Elle s'est montrée très ouverte en m'en parlant, et j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas, pour elle, de foi ou de rituel. Elle s'est décrite comme une occultiste de passage, et au début, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Lorsque je le lui ai dit, elle a roulé des yeux et rigolé. Elle m'a répondu « Je ne veux pas que tu n'apprécies pas mes tournures de phrases intelligentes. Un occultiste est quelqu'un qui est prêt à tout. Il sait qu'il existe des choses qui peuvent lui donner du pouvoir et de la connaissance. Mais il ne se cantonne pas à un ensemble de croyances ou de pratiques. J'ai rencontré quelques personnes comme moi ces dernières années, et la plupart d'entre elles ne sont pas du tout religieuses. C'est un peu comme un intello scientifique qui regarde différentes expériences pour voir lesquelles fonctionnent et peuvent être reproduites. » Elle penche alors la tête et fronce les sourcils. « Est-ce que ça a un sens, tout ce que je dis ?» Je lui ai répondu « Donc, tu vas à différents rituels occultes et autres et tu vois ce que tu peux en tirer, c'est ça ?» Elle s'est penchée en avant et m'a embrassé rapidement. « Exactement !» Elle regarda le plafond et continua. « En fait, j'ai prévu d'aller à un événement occulte souterrain assez spécial dans quelques jours. Je n'allais pas t'inviter parce que je ne veux pas que tu sois effrayé, mais si tu penses que tu es prêt pour ça, j'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. » Je me sentais nerveux, mais je n'aimais pas l'idée qu'elle aille seule à un truc bizarre, et je voulais la soutenir. « Oui, bien sûr, c'est où ?» Elle m'a répondu que c'était à Détroit. Darcy m'a expliqué qu'au cours des dernières années, Détroit était devenu l'un des plus grands lieux de rassemblement pour les activités occultes sérieuses, ou comme elle l'a dit, de la vraie merde hardcore aux États-Unis. Elle a vaguement laissé entendre qu'il y avait plusieurs raisons à cela.
Mais l'une des plus importantes et des plus pratiques était qu'il y ait des blocs entiers de bâtiments abandonnés dans des parties de la ville où personne ne se souciait le moins du monde de ce que vous y faisiez. Entrer et sortir pouvait être un peu risqué, mais quelqu'un de malin peut avoir accès chaque nuit à au moins 2 rassemblements ou rituels différents. Tout cela me paraissait très étrange, et mes doutes ne faisaient que croître à mesure que nous approchions de l'ombre imposante de ce qui semblait être un immeuble de bureaux abandonné. 2 rues plus loin, nous avions vu une meute de ce qui semblait être des chiens sauvages courir dans la rue. Mais depuis lors, je n'avais pas vu le moindre signe de vie. Ce bâtiment était vide, les vitres brisées de ses fenêtres fixant un visage mort fait de briques défraîchies et de mortiers croulants. Soit elle s'était trompée d'adresse, soit nom et carte d'identité. Voilà ce qui m'a sorti de mes pensées. Cette question. J'ai sursauté et j'ai à peine étouffé un glapissement lorsqu'un grand homme vêtu d'une chemise de golf et d'un jean est sorti de l'ombre en tenant une planchette à pince. « Putain, mais qu'est-ce qui se passe, Darcy ?» Darcy était déjà en train de fouiller dans son sac à main et me lançait un regard embarrassé. Mais l'homme s'est contenté de me jeter un regard lourd et de se répéter. « Nom et carte d'identité. » Darcy m'a expliqué. Ils prennent toujours le nom et la carte d'identité quand on entre dans l'un des lieux. On les récupère quand on part. C'est assez classique, et ça évite que les gens soient des connards à l'intérieur. Ils sont tenus pour responsables s'ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Enfin, allez Josh, on ne veut pas rater le départ. Elle m'a fait signe de lui donner mon permis de conduire, ce que j'ai fait après un moment d'hésitation. J'étais sur le point de commencer à entrer lorsque l'homme a levé la main pour m'arrêter. « Êtes-vous prêt à porter le masque du cœur et à accepter ce qu'il vous montrera ?» J'ai failli rigoler. J'ai jeté un coup d'œil à Darcy qui a acquiescé. Me tournant vers l'homme, j'ai repris mon sérieux et je lui ai dit que oui. Il acquiesça et baissa la main, nous laissant passer. Nous avons traversé ce qui avait été le hall d'une sorte de compagnie d'assurance d'après l'affichage, et je me suis d'abord dirigé vers l'ascenseur avant que Darcy ne m'oriente vers les escaliers. Y a pas d'électricité, hein, tu te souviens ? Son bras était lié au mien et elle m'a serré dans ses bras. Merci d'être venu avec moi, Josh. Ça signifie beaucoup pour moi. Je me suis senti rougir un peu et j'étais content qu'il fasse si sombre dans l'escalier. Merci de m'avoir emmené, hein. Je sais que c'est important pour toi et je veux savoir ce qui est important pour toi. Nous étions maintenant au 2e étage, qui était aussi stérile et sans vie que le premier, et nous nous dirigions vers le 3e. J'allais essayer de dire quelque chose d'autre, quelque chose d'intelligent ou d'attachant peut-être, mais j'ai remarqué un nouveau son au loin. C'était le bruit de gens qui criaient.